C'était le Grumman OBU, un Mohawk, l'avion qui a réalisé la seule victoire air-air de l'armée des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est la seule victoire qu'ils aient réalisée jusqu'à présent. Et je sais que ça paraît incroyable, mais oui. Un avion de reconnaissance à hélice a abattu un puissant chasseur MiG-17 lors d'un combat digne de figurer dans Top Gun. Au cas où tu ne le saurais pas, le MiG-17 est l'un des chasseurs les plus performants de l'histoire de l'aviation. C'était vraiment une victoire méritée. Mais comment un avion de reconnaissance, qui peinait à atteindre 500 km/h, a-t-il pu abattre un chasseur aussi performant qu'un MiG-17 ? Quel secret cet aéronef cachait-il ? Et pourquoi, malgré sa grande carrière, presque personne ne s'en souvient-il ? Cette vidéo abordera l'histoire de l'aéronef d'observation qui pourchassait ses propres chasseurs. Alors installe-toi confortablement et sois le bienvenu au Guns Club pour parler de cet aéronef fantastique. Nous devons voyager en 1954, en ces années de la guerre froide. Les deux superpuissances mondiales voulaient être à la pointe absolue dans tous les domaines militaires. Cette année-là, l'armée publierait une demande pour un nouvel avion d'observation. Un avion capable de repérer des cibles sur le champ de bataille, comme de l'artillerie ennemie ou des troupes, afin d'avertir les soldats et les bombardiers pour les attaquer. La marine avait également déjà soumis une demande pour un avion polyvalent, afin de remplacer ses anciens avions polyvalents. Ils n'étaient pas mauvais, mais ils étaient en service depuis longtemps et ne semblaient pas adaptés à la guerre moderne. Le ministère de la Défense a pensé qu'il pouvait faire d'une pierre deux coups. Alors il a décidé d'unifier les deux demandes pour présenter un seul avion pour les deux composantes. Avant même qu'un prototype ne voie le jour, le lancement du projet a été un véritable chaos. L'armée de l'air se battait pour que ces nouveaux avions soient sous sa juridiction et non sous celle de l'armée de terre, et la marine avait une vision très différente de l'armée de terre pour le design de l'avion. Au final, il a été décidé de le fabriquer pour la marine, en écartant l'armée de l'air. L'armée de l'air avait une limite de poids juste au-dessus de 2 tonnes. Il peut voler sous la juridiction de l'armée de terre, mais il y a toujours eu des exceptions pour les avions d'observation. Toute cette problématique a duré presque 3 ans, mais en 1957, Grumman a obtenu le contrat et a lancé le projet. Pendant le développement, la marine et l'armée ont encore causé des problèmes supplémentaires. La marine faisait pression sur Grumman pour rendre l'avion très simple et bon marché, afin qu'il soit un excellent avion multirôle, tandis que l'armée avait d'autres plans. Elle voulait inclure des équipements radars complexes et infrarouges, très coûteux pour la détection à longue distance. Également des armes dignes d'un chasseur bombardier. Et en plus, comme c'était la mode à l'époque, il pourrait éventuellement transporter des ogives nucléaires. Donc Grumman devait satisfaire les exigences des deux branches des forces armées, qui étaient clairement opposées. Cependant, entre 1957 et 1959, Grumman a poursuivi le développement de l'appareil, essayant de satisfaire les deux exigences. En 1958, la marine se retira du projet car elle voulait concentrer le budget sur les avions ravitailleurs. Ainsi tout le projet est resté entre les mains de l'armée. Cela a ravivé les plaintes de l'armée de l'air auprès du département de la Défense. L'armée de l'air disait que l'armée ne voulait pas un avion d'observation, mais un avion d'attaque au sol, et qu'un tel appareil devrait relever de la juridiction de l'armée de l'air. Les plaintes étaient ainsi nombreuses que le département de la Défense a décidé de suggérer à Grumman de ne plus présenter publiquement d'informations sur le projet, et qu'il ne les présente qu'à l'armée et au département de la Défense. De cette façon, l'armée de l'air n'aurait rien à redire. Le premier prototype était un monoplan équipé de 2 turbopropulseurs de 960 chevaux chacun, avec des hélices à 3 pales chacune. Probablement, la caractéristique la plus marquante de l'avion était son cockpit en bulbe, qui lui offrait une vision totale de son environnement. Cela lui donnait un curieux aspect d'insecte. Ils avaient des sièges éjectables et une triple dérive, qui était aussi l'une de ses caractéristiques les plus mémorables. En avril 1959, les premiers essais en vol furent totalement satisfaisants, avec une maniabilité exceptionnelle, permettant d'effectuer des virages extrêmement serrés. Comme s'il s'agissait d'un hélicoptère, il pouvait atterrir sur des pistes extrêmement courtes, et, en plus, sa consommation de carburant était très bonne. Il pouvait voler pendant 2h30, et avec des réservoirs externes, ce temps s'étendait à 4 heures. Le faire voler, en plus, était assez économique. $200 de l'heure. C'était tout ce dont l'armée avait besoin pour y mettre tout ce qu'elle voulait. Il a fallu l'agrandir. La taille de l'appareil final s'est avérée plus grande qu'un F-4 Phantom mesurant 12 mètres de long et 14 mètres 8 de large.
Il ne pouvait voler qu'à 470 km/h à cause de son poids, mais il pouvait atteindre 720 km à l'heure, au risque d'endommager le fuselage et les moteurs. De même, en 1960, la production de masse commencerait et il recevrait la désignation OB, un Mohawk. Le prix final de production était de 450 000 $. Pas mal pour un avion de ce type. C'était un avion multirôle, donc on pouvait lui accrocher tout l'arsenal standard de l'armée. Des capsules de roquettes, bombes et mitrailleuses, calibre 50. La production battait son plein, juste à temps pour 1965 et l'entrée des États-Unis au Vietnam. Pour le Vietnam, 53 Mohawks ont été envoyés, étant utilisés pour de multiples rôles dans l'armée. Étonnamment, ils se sont avérés bien plus utiles pour l'attaque au sol que pour l'observation. Pour leur mission d'observation, ils étaient équipés de 2 mitrailleuses calibre 50, de 2 pods de roquettes de 7 cm, et aussi d'une paire de bombes. Cela servait à se défendre au cas où ils s'approchaient trop près de l'ennemi. Ce dernier cas est devenu extrêmement courant tout au long du conflit, à tel point qu'ils ont généralement été utilisés pour attaquer des positions défensives. Un jour de février 1968, il se produirait un événement que l'armée des États-Unis cacherait pendant des décennies. 2 OBU-NOA volait à 600 mètres au-dessus de la vallée d'Achao. Le vol était dirigé par le capitaine Ken Lee, l'un des pilotes de Mohawk les plus expérimentés de l'unité. Sous lui, il y avait plus de 6000 soldats nord-vietnamiens, avec des batteries anti-aériennes, prêts à tirer sur tout avion qui n'était pas soviétique. Pour cette raison, il maintenait l'altitude afin de suivre les mouvements de l'ennemi avec les radars à balayage et les caméras infrarouges. En un instant, Lee sentit que son avion était touché à la queue, et il vira immédiatement à droite. Lorsque son coéquipier, à 800 mètres de distance, lui cria, Lee remit les ailes à l'horizontale et le MiG le dépassa à 500 km/h. Apparemment, c'était un MiG-17. Il rebroussa ensuite chemin pour attaquer les Mohawks. Le MiG avait gravement erré en réduisant sa vitesse pour approcher les Mohawks, pensant qu'il ne pouvait pas l'attaquer puisqu'il ne disposait pas d'armes guidées. En l'ayant en face de lui, Lee, par réflexe, tira toutes ses armes sur le MiG. En une seconde, 36 roquettes et des centaines de tirs de calibre 50 se sont abattus sur le MiG. Lee a vu les balles traçantes traverser le fuselage durant le combat aérien, alors qu'ils entraient dans une couche de nuages. Puis en sortant, il a vu le MiG en flammes tomber en tournant autour d'une montagne. Cela l'a fait disparaître de sa vue, donc il n'a pas vu le crash. Mais il volait trop bas pour pouvoir remonter. Ceci a été la première victoire RR obtenue par l'armée américaine depuis la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'à présent, cela a été la dernière. Quand le MiG a été abattu, l'armée a vite demandé à Lee de garder le silence, même envers les opérateurs. Sur la piste et parmi les pilotes, le mystère planait sur l'incident. Cette destruction a été gardée secrète, car c'était l'excuse parfaite pour que l'armée de l'air prenne tous les OB-1 et les transfère pour l'usage exclusif de l'armée de l'air. S'il ne s'agissait que d'un avion d'observation, pourquoi alors était-il utilisé pour le combat RR? Que diraient les membres de l'armée de l'air au département de la défense? Ainsi, les témoins de l'histoire de la destruction ont été contraints par leurs généraux de garder le silence sur toute l'affaire. Ce n'est qu'en 2007 que l'armée a révélé au monde cet abattage, faisant que Lee soit reconnu comme l'un des pilotes les plus importants du XXe siècle. Au Vietnam, les Vietnamiens ont donné aux Mohawks le surnom de la mort murmurante, grâce au fait qu'il volait si bas qu'il était difficile de le voir arriver avec les radars, et ses attaques étaient extrêmement inattendues. L'avion a servi le reste de la guerre, avec 67 appareils perdus au combat. Ils ont servi jusqu'à la guerre du Golfe avant d'être retirés du service. C'était un avion très durable qui, en raison de son rôle, est passé inaperçu. Mais il a été l'auteur de l'abattage le plus improbable de la seconde moitié du XXe siècle, et il sera toujours rappelé pour cela. Si tu as aimé la vidéo, tu voudrais peut-être savoir pourquoi il y a eu des avions à double queue, et pourquoi ils ont disparu. Merci et au revoir.